Après l'échec de la commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs hier soir, le projet de loi de financement de la sécurité sociale va retourner à l'Assemblée nationale. Mais la gauche reste prudente. On a une capacité à avoir une discussion intelligente entre les différents groupes de l'Assemblée nationale pour voir si on est capable de trouver ce fameux chemin. Mais maintenant, chacun devra prendre ses responsabilités et il faut être lucide. Construire un compromis, c'est par définition coûteux pour ceux qui s'y emploient. Au centre, pas de résignation non plus. On estime qu'une issue par le haut est encore envisageable. L'Assemblée nationale va chercher un compromis. Bon, il n'est pas impossible qu'il le trouve, parce que, je vais dire, le budget social, c'est la mère de toutes les batailles. Même espoir du côté du gouvernement, qui croit qu'une majorité au Parlement est encore possible pour voter le budget. Le chemin est possible. Le chemin du dialogue, le chemin du consensus, le chemin des petits pas, il est possible, donc nous le jouons en fond. Et d'ailleurs, moi le premier, j'essaie en discutant, par la discussion, de trouver ces chemins de convergence. Le gouvernement n'est pas très enclin à aller vers une loi spéciale, parce qu'une loi spéciale ne va pas donner au pays ce dont il a besoin. Donc nous, on est pour la discussion, on est pour la convergence, on est pour le consensus. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera de retour à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. D'abord en commission dès samedi, puis dans l'hémicycle à partir de mardi. Et on va en parler avec nos éditorialistes politiques. Bonjour Mickaël Darmon, merci beaucoup d'être avec nous. Et bonjour Bérangère Bonte, merci également d'être avec nous. On l'a vu hier, sans grande surprise, députés et sénateurs qui ont donc échoué à trouver un accord sur le budget de la sécurité sociale qui revient à l'Assemblée. Avec la réforme, la mesure principale du blocage, c'est la suspension de la réforme des retraites. Ça ne passe pas du tout ici dans la majorité sénatoriale. Est-ce qu'il peut finir par aboutir, ce budget de la sécurité sociale, Mickaël ? Alors on est à l'étape, on a vu de la suspension. Il va repartir maintenant à l'Assemblée pour une nouvelle navette. Il sera évidemment... Cette suspension sera réintégrée, reprise par les députés. Ça repartira... encore en navette, on va se retrouver encore dans une... Avec le Sénat qui ne l'examinera pas, c'est ce que nous dit Hervé Marseille. Voilà, et donc on sera dans une commission mixte paritaire, rien ne sera conclusif. Donc de ce point de vue-là, on reste encore dans l'expression du blocage et de la difficulté de la méthode pour pouvoir trouver finalement ce compromis et trouver ce budget. Donc, mais c'est quoi ? C'est la responsabilité des parlementaires ? C'est l'échec de la méthode Le Cornu ? C'est en fait le résultat, au fond, de ce qu'aura été le macronisme. C'est une loi qui est... Cette réforme des retraites, en tout cas, pour l'instant, ce dispositif, il est à la fois vivant et mort. Donc on est dans une sorte de en même temps politique, quasi philosophique, qui montre à quel point, au fond, on est dans le et a produit de l'impossibilité de faire une politique publique qui puisse, au fond, changer la vie des Français. Donc voilà, on est dans ce mécanisme-là. Et qui montre à quel point il fallait faire des choix, les choix ne sont pas faits, et maintenant on est dans un moment où on est dans une réforme morte-née et en même temps qu'on essaie encore de faire ressusciter. On ne sait pas ce que ça peut donner. On ne sait pas ce que ça peut donner. Ça sera une étape supplémentaire sur, au fond, cette scénographie permanente du chaos qui caractérise cette fin de mandat. Bérangère. À qui la faute ? Moi, j'ai envie de dire, on est c'est l'acte 1, 2, 3, vous mettez le numéro que vous voulez, mais en tout cas, c'est l'acte intermédiaire entre peut-être un ancien monde où des majorités absolues faisaient qu'il n'y avait absolument pas de débat ni à l'Assemblée ni au Sénat, mais au moins qui permettait d'avancer. Et puis un nouveau monde qui va peut-être essayer de fonctionner avec cette fameuse culture de coalition et de compromis dont on nous dit que les Français ne l'ont pas, mais il y a... pas vraiment d'autres solutions. Et après tout, quand on voit ce qui se passe au Parlement européen et en Belgique, en Allemagne ou autre, la Belgique est peut-être un mauvais exemple parce que c'est bien bloqué en ce moment, mais néanmoins, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, la culture du compromis, c'est vraiment, c'est pas essayer de s'entendre et trouver un dénominateur commun. C'est se mettre dans le crâne qu'on ne fera pas passer intégralement son programme, mais qu'on essaiera tous ensemble d'être tous d'accord sur certains points. Mais ça change radicalement l'approche.
Donc c'est pas une navette, c'est pas je vais à l'Assemblée, je remets tout, parce que là les députés vont remettre, vont redégeler l'indexation des retraites, ils vont supprimer la surtaxe des mutuelles, ils vont rétablir sans doute la CSG sur les revenus du capital. Et puis si on faisait 12 fois la navette, ça serait 12 fois supprimé et rétabli. C'est pas ça la coalition et le compromis. C'est trouver ce qui, pour faire un budget, permet d'avancer. Ouais. Enfin, juste, est-ce que aussi... Allez-y, non, Mickaël, après je vous pose la question. Mais juste, est-ce que ça ne révèle pas aussi les difficultés de Sébastien Lecornu à tenir son camp ? Oui, mais exactement ça, c'est le corollaire de ça et de ce que vient de dire Bérangère. En fait, il faut quand même dire les choses comme elles sont et faire litière de ce fantasme du compromis en France. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, nous sommes une monarchie républicaine, 5e république pyramidale, qui a été construite pour pouvoir faire des alternances avec des majorités claires et un président qui décide tout dans son bureau, de la lumière de Roland-Garros jusqu'à la réforme des retraites. Donc ça n'existe pas le compromis. On n'est pas un régime parlementaire. On se fantasme, et dans la presse, et dans les médias, et dans les propos politiques, de parler de compromis, comme si sur le perron de Matignon, on allait d'un coup décider des 5 sujets où en Allemagne on met 5 mois à écrire chaque ligne. C'est du fake news. Voilà, c'est faux. L'idée, c'est que le système d'aujourd'hui n'est pas prévu pour avoir l'irruption d'une 3e force politique qui vient casser tout le jeu. On est dans la fin d'un système. Et tout à l'heure, effectivement, Bérangère disait, effectivement, on est un monde qui s'éteint, un monde qui émerge. Et Gramsci disait, entre les deux, c'est le temps des monstres. Donc on est dans un temps monstrueux, politiquement. Voilà, avec un problème de forme. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que... J'espère bien. Non, mais que la culture du compromis est inenvisageable en France. Un exemple. On n'a pas vraiment le choix, mais on n'a pas le choix. Où il y a eu un compromis. Alors, il y a quand même eu des... Alors, d'abord, à travers l'histoire, il y a des grandes lois sur l'IVG, sur l'abolition de la peine de mort, plus récemment, les débats sur la fin de vie, alors même si c'est à chaque fois interrompu par des dissolutions, que sais-je, bon, voilà, mais sur des textes sur lesquels les différentes parties peuvent s'entendre. Et sans changer de constitution, il y a quand même des modifications qui ont été opérées au fil du temps. Par exemple, le fait qu'on ait aujourd'hui 11 groupes à l'Assemblée, ça rend absolument impossible... ça complique beaucoup les choses. Pourquoi il y a 11 groupes ? Parce que maintenant, il faut être 15 pour constituer un groupe de députés. Autrefois, c'était 30. Donc, on peut aussi imaginer de revenir à une... Enfin, ça peut paraître de la cosmétique, mais dans le fonctionnement de l'Assemblée et du Sénat, il y a sans doute des choses qu'on peut bouger. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et on n'a pas le choix. Oui, mais ça, je pense que on n'a pas le choix. Morcelé, oui, mais je pense qu'effectivement, le constat on n'a pas le choix n'a pas l'air de suffire. On va dans le mur et on klaxonne. Je pense qu'en réalité, ce que l'on vit en ce moment, et cette espèce de mantra compromis qui vient après le quoi qu'il en coûte, qui est une sorte d'habillage nouveau maintenant du quoi qu'il en coûte, au fond, c'est le déni français qui continue. Je maintiens qu'il n'y a pas aujourd'hui de structuration politique ni de culture politique du compromis. D'ailleurs, on oublie une chose, et il faut le rappeler, même si ça ne fait pas plaisir à l'intéressé. Le chaos et le problème de compromis qu'on nous réclame maintenant au sommet des exécutifs aurait dû être appliqué par Emmanuel Macron en 2022, lorsqu'il gagne l'élection présidentielle, et qui peut faire un bloc avec la droite, et qui peut avoir 312 députés, et gérer au moins, si ce n'est confortablement, avec un peu plus de difficulté, un peu plus de facilité. Voilà, c'est ça le compromis. Pourquoi on vient nous réclamer maintenant de faire du compromis sur le perron de Matignon, alors que le grand compromis, le vrai courage politique, de la part de l'évolution politique et de la part de l'élection 2022, c'était 2022, ça a été refusé par le principal intéressé. Donc, on est bien dans le déni. Et là-dessus, on est d'accord. Il y a quand même un sujet, mais on l'a maintes fois décrit, dans le fait de choisir systématiquement un chef de gouvernement qui ne correspond pas, en tout cas depuis 2022, qui ne correspond pas
au vote des Français. À quoi bon voter dans ces cas-là? Enfin, on peut comprendre aussi. Bah oui, bien sûr. Voilà, et on verra bien ce que ça donnera l'année prochaine. Et juste parmi les éléments de la méthode Le Cornu, dans le cadre de cette recherche d'un compromis, il y a ne pas utiliser le 49.3. Sauf que certains lui demandent de remettre le 49.3 sur la table, certains LR, mais aussi certains socialistes, à l'image de François Hollande. Et on va voir ce qu'en dit ce matin le président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée, Éric Coquerel. C'est une manière de voter le budget de manière hypocrite. C'est-à-dire, vous dites au gouvernement, vous proposez un 49.3, et puis, s'il y a une motion de censure, on censure pas. C'est ce qu'ils avaient fait avec François Bayrou, rappelez-vous, en février dernier. Et là, François Hollande est manifestement prêt à refaire la même chose. Bon, je suis très étonné, parce que tous ces gens-là, je leur rappelle qu'ils ont été élus sur un programme qui était celui du nouveau Front populaire, que, à mon avis, sinon François Hollande n'aurait pas été élu, et que dans ce programme, il y a le fait de s'opposer au macronisme, et non pas de s'arranger avec le macronisme. Voilà, il y a deux choses. Il y a les divisions de lignes entre le PS et LFI, et il y a aussi ce 49.3. Est-ce qu'en demandant à Sébastien Lecornu d'y renoncer, les socialistes se sont mis eux-mêmes dans un piège? Oui, ils se sont mis dans un piège, mais comme tout est possible, ils peuvent en sortir en décidant qu'ils assumeront la contradiction. Voilà, c'est au moins l'avantage que permet cette situation d'incohérence, c'est qu'on peut être incohérent. Voilà. À partir de là, oui, on entend, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on entend les murmures des socialistes qui disent à Sébastien Lecornu, peut-être que pour finir, il faudrait peut-être remettre le 49.3. Oui, le piège c'est aussi Sébastien Lecornu qui s'y est mis, s'engager sans trop savoir exactement, parce que manifestement, quand on a dit deal avec les socialistes, il n'y a pas eu de deal aussi clair que ça. Et c'était s'exposer à des exigences toujours plus importantes de la part des socialistes. Donc Sébastien Lecornu, aujourd'hui, va se retrouver dans une situation, effectivement, il pourra toujours tenter de finalement l'utiliser, ce 49.3, parce que j'ai tout tenté, vous voyez bien, ça ne fonctionne pas. Il va quand même falloir qu'il justifie ce revirement. Donc c'est au nom du pragmatisme. Oui, au nom du pragmatisme. Simplement. Oui, enfin. Il faudra donner un budget à la France. On peut l'écrire, le communiqué. Hein. Il faudra donner un budget à la France. Absolument, mais on fait mine de s'en contenter. Franchement, c'est pas satisfaisant en termes de parole publique. Mais il n'y a rien de satisfaisant, de toute façon. Mais c'est vrai que s'il y a pas de solution... L'avantage de la situation dans laquelle on est, c'est qu'on peut tout faire. Il y a autre chose dans ce que dit Éric Coquerel, et là aussi ça révèle la situation un peu compliquée dans laquelle sont les socialistes. C'est que Éric Coquerel accuse une nouvelle fois, comme le fait LFI depuis plusieurs semaines, les socialistes de faire le jeu d'Emmanuel Macron. Et de ne pas suivre le programme sur lequel ils ont été élus. Les socialistes font leur jeu à eux. C'est-à-dire qu'en coulisses, ils vous expliquent qu'il faut être allié objectif de Sébastien Lecornu, parce que c'est faut donner du temps. La seule chose qui les intéresse, les socialistes, c'est d'avoir du temps pour faire un programme pour 2027. Une fois de plus, les mécaniques dans cette situation complexe sont simples. Dans la perception de tout le monde, le quinquennat est terminé. Il faut donner un budget à la France, c'est la technique. La politique, les grands enjeux, c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pas du tout pour aujourd'hui, pas pour les prochains débats en hiver. Il y aura les élections municipales et après on est déjà, tous les états-majors, et tout le monde le sait bien, sont dans la campagne présidentielle. Donc, qu'est-ce que disent les socialistes en coulisses, pas devant les journalistes, pas en réalité, pas dans les communiqués? Il faut du temps. Et il faut absolument empêcher une campagne législative parce qu'on va se faire balayer. Donc, oui, Sébastien Lecornu, on fait en sorte. Alors, les filles, pas contents, mais de toute façon, c'est leur métier de ne pas être content. Donc, de toute façon, il faudra du temps, et c'est la seule chose qui compte. Qu'ont à gagner, qu'ont à perdre les socialistes avec cette stratégie, Bérangère? Ils n'ont pas plus à perdre que les autres, hein, honnêtement. Ils ont... il ne faut pas qu'ils restent comme étant les empêcheurs de tourner en rond et les empêcheurs de signer un budget. Maintenant, ils ont à cœur, et le cœur du sujet, c'est cette suspension de la réforme des retraites. Le deal, il se joue autour de ça. Et donc, ça, c'est un engagement fort qui les rend compatibles avec un électorat plus à gauche qui, quand même, là aussi, attend ça. Il y a quand même une majorité de Français qui n'en veut pas de cette réforme des retraites. Donc, moi, il me semble que le plus important pour eux, c'est ça. Et puis, effectivement, c'est de laisser venir la présidentielle, se laisser un peu de temps.
Et on suivra l'examen du budget, cette fois-ci, examen du budget à partir de 14h sur notre antenne. Vous pourrez suivre ça cet après-midi. On va passer au deuxième thème de ce club. On va parler d'un rapport qui a été rendu cette semaine par la droite sénatoriale, rapport pour lutter contre l'entrisme islamiste. 17 propositions, parmi lesquelles notamment l'interdiction du voile pour les jeunes filles mineures de moins de 16 ans, pour les accompagnatrices de sortie scolaire, interdiction du jeûne également, obligation de neutralité des élus. Que cherche à faire la droite sénatoriale avec ce rapport, Mickaël ? Cherche à donner des outils pour l'élection municipale aux élus, à envoyer un message également, on reste dans la même logique, hein, dans la logique de la préparation du débat de l'élection présidentielle. Tous les élus de droite et qui regardent parfaitement la carte électorale et qui n'ont pas besoin de la regarder de très très près pour bien comprendre une chose, vous avez une sorte de risque de grand remplacement qui est au fond que la droite se fasse manger par le RN. Donc il faut envoyer des messages pour pouvoir imprimer le débat public sans lien avec la capacité opérationnelle des mesures qui sont avancées. Mais il faut marquer le débat public parce qu'il y a tout simplement ce mouvement des plaques tectoniques qui fait que la droite est en danger. À cause du Rassemblement national ? Bien sûr, et tout le monde le sait. Et donc c'est ça ? C'est quoi ? C'est une course au Rassemblement national ? Oui. Ou c'est un sujet qu'ils portent depuis des années et ils restent dans leur droite ligne ? Oui, qu'ils portent depuis des années, mais sans jamais parler vraiment de s'attaquer à la racine des sujets. Il y a des rapports, on pourrait remplir la pièce, de rapports sur le sujet et de politiques publiques qui n'ont pas été menées à l'époque. Voilà, avec tout ce qu'on a pu laisser faire et laisser proliférer dans les villes, à l'éducation nationale, dans les collectivités, dans les liens avec le communautarisme. Tout cela ne vient pas d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui résulte de plus de 30 ans d'impéritie. Ouais. Et on va écouter ce que dit Hervé Marseille, le président du groupe Union Centriste ici au Sénat, de ce rapport. Oui, enfin, il y a des propositions, il faut faire un choix là-dedans, c'est le groupe LR qui fait ça. Moi, j'ai pas une obsession, je veux dire, tous les matins, on va regarder les mesures, on n'en a pas encore parlé avec mon groupe, mais si ça devait intervenir, on regardera les mesures qui méritent, à nos yeux, d'être soutenues et celles que nous ne soutiendrons pas. On ne sent pas un enthousiasme débordant. Non, mais il y a, enfin, Mickaël l'a très bien dit, quoi. Il y a une course derrière le RN qui est évidente, qui est tellement évidente qu'on a entendu ces derniers temps, alternativement Bruno Retailleau. Alors il y a aussi une petite bataille interne aussi. Bruno Retailleau rembarré, pardon pour l'expression, Laurent Wauquiez, avec à peu près le même genre de propositions sur l'interdiction du voile chez les jeunes filles. Il y a un jeu qui commence à être sérieusement dangereux à 18 mois d'une présidentielle, avec la puissance du Rassemblement national qu'on voit dans les sondages, notamment le sondage Odoxa d'il y a quelques jours. Quand on entend et quand on lit l'état de droit complexifie les moyens d'action de certains prédicateurs, signé Bruno Retailleau, ça va dans le sens de ce qu'il disait il y a quelques mois quand il était encore ministre de l'Intérieur. Attention, quoi. Et Hervé Marseille est évidemment embarrassé avec ça. Et eux, ils sont pas à l'aise avec cette droitisation et cette course contre. Mais est-ce que c'est une course la montre? Est-ce que c'est une course avec le RN, ou est-ce que pour Laurent Wauquiez, pour Bruno Retailleau, c'est des sujets qui portent et ils veulent réaffirmer la ligne des Républicains? Oui, non, ce sont d'abord des sujets qui ont énormément d'écho aussi dans la société, dans l'électorat, qui impressionnent littéralement, qui font prendre conscience parfois d'une forme de désarroi pour certains qui disent que s'est-il passé, pourquoi y a-t-il une forme comme ça je dirais au fond d'évolution d'une radicalisation religieuse, alors que ça n'est pas l'islam. Voilà, l'islamisme n'est pas l'islam, l'entrisme des frères musulmans, qui a déjà été d'ailleurs
mise au jour dans un rapport du ministère de l'Intérieur à l'époque où Gérald Darmanin était à Beauvau, juste avant la dissolution, et qui est ensuite sorti et qui a aussi des volets extrêmement explosifs. Ça montre bien qu'il y a une tension et qui n'a à la fois interne à une histoire, interne à l'histoire d'une religion, et puis en plus également vis-à-vis sur le territoire de la République française. Donc de ce point de vue-là, une fois de plus, les sujets n'ont pas été pris à la racine. Merci à tous les deux. Avant l'histoire du jour, Bérangère, on dit un mot de votre podcast Dans l'Hémicycle. Dans l'Hémicycle qui démarre aujourd'hui avec la chaire d'études parlementaires et vous voyez bien que tout le monde se prend pour des constitutionnalistes ces derniers temps, joue avec les articles 40, 50, 49.3, est-ce que vous voulez dissolution? Eh bien l'idée, c'est toutes les 2 semaines, 45 minutes avec un invité. Et c'est Yaël Braun-Pivet, la première invitée, pour essayer de comprendre ce qu'il y a sous le capot de ce Parlement. Allez, on va terminer par l'histoire du jour. L'histoire du jour, c'est celle de Séverine et de Christelle qui se lancent dans un tour de poitrine. Elles vont parcourir, je vous explique, près de 1500 km à vélo pour sensibiliser au cancer du sein. Et pourquoi ça s'appelle le tour de poitrine? Parce que regardez sur cette carte, le parcours il n'a pas été choisi au hasard. Il représente donc une poitrine féminine. Le périple, il a lieu en octobre prochain, durant 28 jours. Pour récupérer de l'argent, elles misent sur le sponsoring. Elles vont vendre chaque kilomètre 5 €. Elles espèrent donc récupérer de l'argent ainsi, et elles veulent notamment sensibiliser à la mutation d'un gène qui entraîne une augmentation du risque de cancer. Ce projet, je les cite, vise à rassembler des femmes, échanger autour des choix qu'on doit prendre quand on a l'information de ce gène. Une belle histoire finalement, ce tour à vélo d'une grande rencontre entre femmes. Merci beaucoup Bérangère, merci beaucoup Mickaël d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 14h pour l'examen du budget et nous on se retrouve demain pour en parler. Très bonne journée.